Aucun de mes 3 enfants n'est venu me voir à l'hôpital durant les 3 longs jours où j'y suis restée. Solange, 72 ans, veuve depuis 10 ans. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur silence m'a donné le temps de réfléchir à tout. La vie est étrange, vous savez. Un jour, votre maison résonne des rires d'enfants, du parfum d'un 4/4 qui sort du four. Le lendemain, le silence est si profond qu'on entend le tic-tac de l'horloge au mur du salon. Depuis qu'Henri est parti, cette horloge est devenue une compagnie. Mais durant ces 3 jours, je n'avais que le bip irritant des machines de l'hôpital, cette lumière blanche qui ne s'éteignait jamais, et cette douleur dans la poitrine. Tout a commencé par un vertige violent dans la cuisine. Je préparais le déjeuner, respirant l'odeur de l'ail doré dans l'huile d'olive quand le sol s'est dérobé sous mes pieds. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir tenté de m'accrocher à l'évier. Quand je me suis réveillée, j'étais dans ce lit d'hôpital avec une infirmière sympathique qui ajustait la perfusion à mon bras. Une poussée de tension très élevée, Madame Dubois. Vous avez besoin de repos et d'observation. La première chose que j'ai faite, c'est de demander à l'infirmière de m'aider à appeler mes enfants. Mathieu, l'aîné, directeur d'agence bancaire. L'appel est tombé sur la messagerie vocale. Claire, ma fille du milieu, professeur. Le téléphone a sonné sans réponse. Enfin, Thomas, le Benjamin qui travaille dans la vente. Il a répondu, mais sa voix était pressée. « Allô, maman ? Il s'est passé quelque chose ? Je suis au milieu d'un rendez-vous client. Mon fils, j'ai eu un malaise, je suis à l'hôpital. » Pause. Bruit de papier en arrière-plan. « L'hôpital ? Mais c'est grave ? Écoute, maman, là je ne peux pas parler. Dès que je sors de là, je te rappelle, d'accord ? Prends soin de toi. » Cette phrase est restée en écho dans ma tête. Les heures ont passé, l'après-midi s'est transformé en soirée, et le téléphone n'a pas sonné. Le lendemain, la même chose. Je regardais la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait, espérant voir un visage familier. Mais je ne voyais que des médecins, des infirmières, le personnel d'entretien. Personne de ma famille. L'infirmière, une jeune femme appelée Amélie, venait toujours discuter un peu. « Vos enfants vont bientôt arriver, Madame Dubois ? » « Ils sont très occupés, ma petite. La vie aujourd'hui, c'est une course perpétuelle. Mathieu a beaucoup de responsabilités à la banque, Claire avec ses élèves, et Thomas voyage beaucoup pour son travail. Mais il s'inquiète pour moi, je le sais. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Pendant que je parlais, je sentais le goût amer du mensonge dans ma bouche. J'essayais de me convaincre que leur amour existait encore, que ce n'était que la distance ou le manque de temps. Mais au fond de moi, quelque chose de froid grandissait, une clarté douloureuse. Ils n'étaient pas occupés. Ils ne se souciaient simplement pas assez. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'ai tout laissé tomber pour eux. Des nuits blanches quand ils avaient de la fièvre. Des anniversaires préparés avec tant d'amour. Je me suis souvenu quand Mathieu a été licencié et que j'ai utilisé mes économies pour l'aider. Quand Claire s'est séparée et est venue vivre chez moi avec ses 2 petits-enfants et que je suis redevenue mère à 60 ans. De toutes les fois où j'ai prêté de l'argent à Thomas pour des affaires qui ne marchaient jamais. Je n'ai jamais rien demandé en retour, parce qu'une mère ne demande pas, une mère fait. Et là, dans ce lit dur, avec cette odeur d'alcool et de solitude, j'ai compris la vérité. J'étais un port sûr, un soutien, un compte bancaire émotionnel qu'ils cherchaient uniquement quand la marée était mauvaise de leur côté. Au moment où j'avais besoin d'eux, où j'étais vulnérable et apeurée, leur port sûr était vide. Le 3e jour, le médecin m'a donné mon autorisation de sortie. Votre tension est contrôlée, mais vous devez éviter le stress et prendre soin de vous. Quelqu'un vient vous chercher ? Sa question a été comme un coup dans l'estomac. J'ai regardé l'infirmière Amélie qui m'a lancé un regard de pure compassion. C'est la pitié dans son regard qui m'a donné la force dont j'avais besoin. Je n'étais pas digne de pitié. J'étais Solange. Ne vous inquiétez pas, docteur. J'ai déjà appelé un taxi. J'ai rangé mes quelques affaires en silence. À chaque vêtement que je pliais, une partie de cette Solange gentille et compréhensive restait dans ce lit d'hôpital. La femme qui en est sortie n'était plus la même.
La douleur était passée. La tension était contrôlée. Mais quelque chose de nouveau s'était installé. Une détermination froide, comme la glace. Je n'allais plus justifier l'injustifiable. Je n'allais plus attendre ceux qui ne voulaient pas venir. Le trajet en taxi a été silencieux. Je regardais par la fenêtre les rues de notre petite ville provençale, les gens marchant pressés, et je me suis senti complètement seul, mais d'une manière différente. Ce n'était plus la solitude de l'attente, c'était la solitude de la décision. Une certitude qu'à partir de ce moment, je ne pouvais compter que sur moi-même. Et étrangement, cela ne m'a pas effrayé. Cela m'a libéré. Quand le taxi s'est arrêté devant ma maison, j'ai respiré profondément, payé le chauffeur et marché lentement jusqu'à la porte. J'ai tourné la clé dans la serrure et quand j'ai ouvert, j'ai entendu des voix venant du salon, des voix fortes, animées. Pendant une seconde, mon cœur a hésité. Avait-il préparé une surprise? Se sentait-il coupable et était-il venu m'attendre? Je suis entré et ce que j'ai vu a paralysé mes pieds. Mathieu, Claire et Thomas étaient réunis dans mon salon. Il n'y avait pas de ballon, ni de gâteau, ni un regard de soulagement. Mathieu avait un plan de la maison ouvert sur la petite table basse. Claire pointait une partie du dessin et Thomas gesticulait en parlant de valeurs. Ils discutaient de ce qu'ils allaient faire de la maison, de ma maison. Ils n'ont remarqué ma présence que lorsque je me suis arrêté à l'entrée du salon, les bras croisés. Le silence qui s'est fait était lourd, chargé de culpabilité. Tous les trois m'ont regardé comme s'ils avaient vu un fantôme. « Maman !» a dit Claire en se levant d'un bond, le visage pâle. « Qu'est-ce que vous faites là? Le médecin vous a déjà libéré? Vous avez reçu votre sortie ?» a demandé Mathieu, repliant le plan de la maison n'importe comment. Thomas n'a rien dit. Il m'a simplement fixé avec des yeux écarquillés. J'ai regardé chacun d'eux, un par un. J'ai vu l'avidité dans les yeux de Mathieu, la faiblesse dans ceux de Claire et la désinvolture dans ceux de Thomas. À cet instant, toute la douleur et la déception des 3 derniers jours se sont transformées en une force que je ne savais pas posséder. Le chagrin a laissé place à une clarté tranchante. Je n'avais pas besoin de crier, pas besoin de pleurer, pas besoin d'accuser. J'avais seulement besoin d'être ferme. Avec une voix calme, mais chargée du poids de toute une vie de sacrifices non reconnus, j'ai dit « Quelle chance que vous soyez tous là. Cela facilite beaucoup les choses. Parce que pendant que j'étais à l'hôpital en attendant une visite qui n'est jamais venue, j'ai pris une décision très importante. Et je dois vous communiquer cette décision. » Il me regardait sans comprendre. Il pensait probablement que j'allais parler d'un testament, de la vente de la maison pour partager l'argent. Il ne savait pas que la décision que j'avais prise n'avait rien à voir avec l'argent ou les biens. Elle concernait ma dignité. À partir de ce moment, je n'étais plus la mère qui servait, mais la femme qui décidait de son propre destin. Le jeu avait tourné et il n'avait même pas réalisé que la partie venait de commencer. L'air dans le salon est devenu épais. Mes mots sont restés suspendus entre nous. Tous les trois, qui 1 minute auparavant semblaient maîtres du monde, me regardaient avec stupeur. Ils n'avaient pas l'habitude de me voir prendre les devants. Pour eux, j'étais le décor, la personne toujours là pour acquiescer, servir le café, garder les petits-enfants. Une mère. Et les mères, dans leur esprit, n'ont pas de décision propre. Mathieu a été le premier à se remettre du choc. Il a forcé un sourire, ce sourire de directeur de banque qui essaie de vous convaincre de faire un mauvais placement. « Maman, vous venez de sortir de l'hôpital, vous devez être épuisée, désorientée. Cette alerte avec la tension, ça perturbe l'esprit. Pourquoi ne vous reposeriez-vous pas un peu? On parlera de cette décision demain, calmement. » Le mot « désorienté » a été prononcé avec une douceur venimeuse. Il essayait de me disqualifier, de me remettre dans la petite boîte de la vieille dame fragile. Claire a couru vers moi en essayant de prendre mon bras. « C'est vrai, maman. Tu es si pâle. Viens, assieds-toi. Je vais te préparer une tisane de tilleul. » Je me suis dégagée avec fermeté et je suis restée debout. M'asseoir signifierait me rendre. Thomas a finalement parlé, se grattant la nuque, un tic depuis l'enfance. « Ben oui, maman. On discutait, inquiet pour toi, en réfléchissant à ce qui serait le mieux pour ton confort. Cette maison est si grande, elle demande beaucoup d'entretien. » Le mensonge était éhonté.
Le plan de la maison avait encore les coins froissés sur la table. Il mesurait, planifiait, divisait ce qui était encore à moi. À ce moment, mon esprit a voyagé 10 ans en arrière, vers les derniers jours d'Henri. Il était faible, mais son esprit restait aiguisé. Je me souviens d'un après-midi où il m'avait appelé près du lit. Les enfants venèrent de partir après 15 minutes. « Solange, ma chérie, tu sais que je t'aime plus que tout, et je m'inquiète pour toi, pour l'avenir. Ne parle pas comme ça, Henri. Tu vas guérir. » Il avait souri. Nous savons tous les deux que non. Mais écoute-moi attentivement. Nos enfants, ils sont bons, mais ils sont faibles. Mathieu aime l'argent plus que les gens. Claire se laisse influencer par n'importe qui. Et Thomas croit encore que la vie est un jeu. Ils vont commettre des erreurs et essayer de t'entraîner avec eux. J'avais défendu nos enfants, mais Henri avait insisté. Il m'avait fait prendre une pochette en cuir noir enfermée dans le dernier tiroir de son secrétaire. Ici dedans, il y a tout ce dont tu as besoin pour être en sécurité. Cette maison est à toi et à personne d'autre. J'ai tout ficelé d'une manière que même le meilleur avocat ne pourra défaire. Il existe un document qui s'appelle « usufruit viager ». Tant que tu respires, tu es la propriétaire absolue. Ils n'auront aucun droit tant que tu seras en vie. Il m'avait aussi donné une carte de visite. Voici Maître Bernard, un ami de jeunesse, un homme intègre. Si un jour tu sens qu'ils essaient de passer au-dessus de toi, appelle-le. Il garde une copie de tous les documents et une lettre avec mes instructions. J'avais rangé cette pochette, mais la douleur du deuil m'avait fait oublier cette conversation. Je l'avais refoulée au fond de ma mémoire. Je voulais simplement vivre mon veuvage en paix. Maintenant, debout dans mon salon, écoutant leurs mensonges, le souvenir est revenu avec la force d'un éclair. La ressource cachée n'était pas une fortune dissimulée. C'était la connaissance, le pouvoir, un plan fait par un homme qui m'aimait et connaissait ses enfants. Ce qu'il voyait était une petite vieille sans défense. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais un ange gardien nommé Henri qui, même après sa mort, continuait à me protéger. J'ai commencé à rire. Un rire bas, soufflé, presque sans son. « De quoi riez-vous, maman ?» a demandé Mathieu, l'irritation perçant derrière son masque. « Je ris de l'ironie de la vie. Vous avez passé votre vie à me traiter comme une enfant. » Mathieu m'expliquant l'inflation, comme si je n'avais pas étiré le salaire d'ouvrier de votre père pendant 40 ans. Claire m'enseignant le téléphone portable. Thomas m'expliquant les opportunités d'affaires, comme si je ne connaissais pas la différence entre investissement et pari. J'ai marché jusqu'au fauteuil d'Henri. Pour la première fois en 10 ans, je ne me suis pas assise en ressentant son absence, mais en ressentant sa force. Vous me voyez, et vous voyez une petite vieille, cheveux blancs, mains tachées, qui marche lentement. Vous voyez une coquille, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a ici dedans. J'ai pointé ma tête et mon cœur. Ici, il y a la femme qui a appris à lire toute seule, qui a cousu vos vêtements, préparé vos repas, passé des nuits blanches à prier pour vous. Et surtout, il y a l'épouse d'Henri. Et Henri n'était pas un homme stupide. Le nom de leur père a eu un effet immédiat. Ils se sont recroquevillés. La décision que j'ai prise à l'hôpital est simple. J'ai réalisé que j'ai vécu toute ma vie pour les autres. Pour votre père, pour vous, pour mes petits-enfants. Maintenant, je veux vivre un peu pour moi. Ils se sont regardés, visiblement soulagés. Et pour cela, j'ai besoin d'espace, de paix. À partir de demain, cette maison va entrer en travaux. Je vais transformer la chambre d'amis en atelier, changer la plomberie, installer des caméras de sécurité et un nouveau portail électrique. Mathieu a presque étouffé. « Maman, ça coûte une fortune. Laissez-moi m'en occuper pour vous. » Je n'ai pas demandé ton avis, Mathieu. J'ai communiqué une décision. L'argent est à moi et je vais l'utiliser comme bon me semble. Le lendemain, j'ai retiré ma pension de retraite. J'ai payé mes factures, acheté mes courses et gardé le reste. Le montant que je déposais sur le compte de Thomas depuis 5 ans est resté avec moi. 2 jours plus tard, il a appelé. « Maman, je crois que tu as oublié quelque chose. Le virement. Mes factures arrivent. » J'arrosais mes lavandes sur la terrasse. « Non, mon fils, je n'ai pas oublié. Je me suis souvenu que j'ai mes propres factures à payer.
Cette aide ne sera plus possible. Silence choqué. Comment ça? J'ai des engagements. J'en ai aussi. Mon premier engagement désormais, c'est envers moi-même. Tu es un homme de presque 40 ans. Il est temps que tu honores tes propres engagements. Il a commencé à crier. J'ai tout écouté en silence. Puis j'ai dit, je dois raccrocher, Thomas. Mes plantes ont besoin d'eau. Ce fut le déclic. Le lendemain, j'ai fait changer toutes les serrures. Le bruit de la perceuse était une musique à mes oreilles. Le dimanche suivant, ils sont arrivés tous les trois. Mathieu a appuyé sur le bouton de la télécommande. Rien. Il a réessayé. Son expression de confusion était impayable. « Tiens, la télécommande est cassée ?»« Non, j'ai simplement changé le système. Maintenant, il faut sonner. » Pour la première fois, ils étaient bloqués à l'entrée de la maison où ils avaient grandi. J'ai ouvert le portillon et je suis resté là, sans les inviter. « Oui ?»« Comment ça, oui ?»« On vient te voir ?» a dit Thomas, offensé. « C'est gentil. Mais je suis occupé aujourd'hui. » Mathieu a vu les nouvelles serrures. « Vous avez changé les serrures? Pourquoi ne nous avez-vous pas donné une copie ?»« Parce qu'il n'y en a pas besoin. Celle qui habite ici, c'est moi. D'ailleurs, cette semaine, j'ai eu une réunion très productive avec un avocat. » Le mot « avocat » est tombé comme une pierre dans une mare. « Un avocat? Pourquoi faire ?» J'ai souri. Un sourire énigmatique. Le père était un homme très prévoyant, et il a tout laissé parfaitement arrangé pour garantir ma tranquillité. Passé un bon dimanche. Je me suis retourné, je suis entré, et j'ai fermé la porte. Le clic de la nouvelle serrure a été le son le plus doux que j'ai entendu depuis 10 ans. C'était le son de ma forteresse qui se dressait, de mon indépendance qui se scellait. C'était le son de ma propre porte qui se fermait au manque de respect et s'ouvrait enfin uniquement pour moi. La semaine qui a suivi notre confrontation au portail a été marquée par un silence tendu. Ils ne m'ont pas appelé, ne m'ont pas envoyé de message. Ils léchaient les blessures de leur orgueil et élaboraient une nouvelle stratégie. Ils pensaient être dans une guerre d'usure. Ils ne savaient pas que ma détermination venait tout juste de naître. Le lendemain matin, je me suis habillée avec ma plus belle robe bleu marine. J'ai pris un taxi pour le centre d'Avignon. Le cabinet de Maître Bernard se trouvait dans un immeuble ancien, avec un ascenseur à porte accordéon et un sol en marbre. Son bureau sentait bon le cuir et le papier, avec une grande fenêtre donnant sur la place de l'horloge. Maître Bernard était un homme aux cheveux blancs, avec des yeux bleus vifs et un sourire bienveillant. Il m'a accueilli chaleureusement. « Asseyez-vous, Madame Dubois. Votre mari Henri était un homme de vision. Il vous aimait profondément, mais il n'était pas aveugle. Il voyait ce que vos enfants pourraient devenir. » Il a ouvert un dossier et en a sorti une enveloppe jaunie. « Il m'a demandé de vous lire cette lettre, au cas où vous viendriez me voir pour un problème avec vos enfants. » Il a commencé à lire. La voix d'Henri semblait remplir la pièce. « C'est pourquoi, mon amour, j'ai fait ce que j'ai fait. Non pas pour leur retirer quoi que ce soit, mais pour garantir que rien ne te soit retiré. L'usufruit viager est ton armure, Solange. C'est mon dernier cadeau. Tu es la reine de ce château, et aucun prince gâté ne peut prendre ton trône. » Les larmes coulaient sur mon visage. Des larmes de gratitude immense. Maître Bernard m'a expliqué en détail. La maison était à moi de façon absolue. Je pouvais y habiter, la louer, la rénover. Il ne pouvait rien m'imposer. Il ne pouvait pas me placer en maison de retraite et vendre la propriété. J'étais complètement protégée. Et que dois-je faire maintenant, maître? Maintenant, vous continuez à vivre votre vie. Vous connaissez l'étendue de votre pouvoir. Ne montrez pas toutes vos cartes d'un coup. Laissez-les penser que ce sont des caprices. La vérité, quand elle viendra, aura un impact bien plus grand. Je suis sortie de son cabinet transformée. 2 jours plus tard, Mathieu m'a appelé d'une voix formelle. « Maman, nous devons avoir une réunion de famille. Demain, 15 heures, au Café des Arts. Il est important que vous veniez. » C'était un piège, une intervention, et j'ai accepté. Je serai là. Je suis arrivée 15 minutes à l'avance. J'ai commandé un café au lait et un croissant aux amandes. Quand ils sont arrivés, j'avais terminé, tranquille et maîtresse de la situation. Ils se sont assis face à moi.
Mathieu au milieu comme un chef, Claire prête pour le théâtre des larmes, Thomas avec une mine renfrognée. Mathieu a posé une chemise sur la table. « Maman, nous sommes extrêmement inquiets. Vos attitudes récentes, les travaux impulsifs, l'isolement, couper l'aide à Thomas, ce sont des signes que vous n'allez pas bien. C'est pourquoi nous sommes là, pour vous protéger. » Il a sorti des papiers imprimés. J'ai fait des recherches. Il existe la curatelle. C'est quand un juge désigne un curateur pour s'occuper des biens d'une personne qui n'a plus le discernement. Nous ne voulions pas en arriver là, mais si c'est pour votre bien... La menace était claire. Claire a commencé à pleurer. « Maman, on t'aime. Pourquoi tu nous fais ça? Tu nous éloignes, tu nous traites comme des ennemis. » Je suis restée silencieuse, observant. J'ai laissé qu'ils épuisent tous leurs arguments. J'ai tout écouté. Quand le torrent de mots s'est tari, j'ai pris mon sac. J'en ai sorti la pochette en cuir d'Henri. Je l'ai posée sur la table. J'ai tout écouté. Les inquiétudes, les menaces, les pleurs. J'ai entendu le mot « curatelle ». C'est un mot laid qui signifie retirer la dignité à quelqu'un. Mais votre père, un homme bien plus intelligent que nous tous, s'est occupé de tout cela il y a plus de 10 ans. Il m'a protégée de toutes les manières possibles, y compris de vous. J'ai sorti 2 documents. Une copie du registre immobilier avec l'usufruit et un résumé en langage clair. J'ai fait glisser les papiers devant Mathieu. Vous pouvez lire attentivement. Mathieu a pris les papiers. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les lignes, son expression a changé. La couleur a disparu de son visage. Il a compris immédiatement. Il a relu, cherchant une faille. Il n'y en avait pas. « Qu'est-ce que c'est » a balbutié Claire. Je me suis penchée en avant. Cela s'appelle « Institution d'usufruit viager ». C'était le dernier cadeau de votre père. Cette maison est à moi, uniquement à moi, jusqu'au dernier jour de ma vie. Je suis l'usufruitière, vous n'êtes que les nus propriétaires. Un joli mot pour dire que vous n'êtes propriétaire de rien. Vous n'avez droit à aucune brique tant que je respire. Vous ne pouvez pas m'obliger à vendre. Vous ne pouvez pas me placer en maison de retraite. Et vous ne pouvez même pas entrer dans ma maison sans mon autorisation expresse. Le choc était palpable. Mathieu a froissé le papier, le visage transfiguré par la colère. « C'est absurde. Papa ne pouvait pas faire ça. Il nous a déshérités. » Il n'a déshérité personne. Il a simplement protégé son épouse, une chose que ses enfants n'étaient pas intéressés à faire. Claire sanglotait. « Et nous? Et notre famille? Nous sommes tes enfants, nous n'avons pas de droit ?» Ce mot « droit » a été la goutte d'eau. Je me suis levée. Des droits. Vous voulez parler de droits? Et quels étaient mes devoirs, Claire? Était-ce mon devoir d'être abandonnée dans un hôpital pendant 3 jours? De rentrer et de vous trouver en train de planifier quoi faire de mes biens comme si j'étais déjà morte? Vous avez oublié les devoirs d'enfant. Alors je vais vous rappeler les limites d'héritier. J'ai pris mon sac. Voici les nouvelles règles. L'aide à Thomas est terminée pour toujours. Les clés de ma maison, vous ne les aurez plus jamais. Visite uniquement sur rendez-vous. Ma maison a cessé d'être votre crèche, votre restaurant ou votre distributeur automatique. Elle est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Mon foyer, mon sanctuaire, et la maîtresse du sanctuaire, c'est moi. Ils sont restés paralysés. Je me suis retournée et j'ai marché vers la caisse. J'ai payé ma note avec mon propre argent. En passant la porte, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Je les ai vus figés dans le temps, avec leur visage de choc et de défaite. Je n'ai pas laissé derrière moi 3 enfants. J'ai laissé derrière moi 3 associés d'une affaire qui venait de faire faillite. Et pour la première fois depuis plus d'1 décennie, tandis que le soleil réchauffait mon visage, je me sentais actionnaire majoritaire de ma propre vie. La poussière de la bataille s'est déposée et ce qui est resté, c'est un silence nouveau et productif. Ma maison a commencé à se transformer en mon refuge. La nouvelle réalité, née de la douleur, était plus belle que l'ancienne. Le portail électrique a été installé. Monsieur Garnier a construit un petit jardin d'hiver avec un toit en verre à la place de l'ancienne buanderie. Le soleil y entrait généreusement, réchauffant mes lavandes et mon âme.
j'ai établi une nouvelle routine. Je me levais tôt, préparais mon café et mettais un vieux disque d'Édith Piaf sur le tourne-disque. J'ai déterré mes peintures et toiles rangées depuis plus de 30 ans. Je peignais des paysages de mon enfance, des fleurs colorées, ce qui me venait à l'esprit, juste avec la joie de créer. Mes amies Françoise et Louise sont réapparues. Elles ont remarqué le changement. « Solange, tu as rajeuni », a dit Louise, et je me sentais effectivement plus jeune, libérée du poids de plaire, de servir, d'attendre. Ma maison avait maintenant le son de ma musique, l'odeur de la peinture et la présence constante de mes amis. Pendant que ma vie fleurissait, celle de mes enfants traversait un hiver rigoureux. Ils apprenaient les leçons que j'avais essayé d'enseigner toute leur vie avec amour. Thomas a été le premier à sentir le choc. Sans mon aide, il s'est retrouvé noyé dans les dettes. Après 2 semaines, il m'a appelé. La voix était désespérée. Il était menacé par un créancier. Je l'ai écouté attentivement, le cœur de mère serré, mais l'esprit ferme. « Je ne vais pas te donner d'argent, Thomas, mais je vais t'aider à devenir un homme. Vends cette voiture que tu ne peux pas entretenir. Paie tes dettes, cherche un second emploi. Je t'aide avec un panier alimentaire si besoin. De la nourriture, je ne laisserai pas manquer. Mais le luxe se conquiert avec la sueur, pas avec la retraite de sa mère. » Il a pleuré, s'est plaint, mais au fond il savait que c'était la seule issue. Pour la première fois, il a commencé à marcher sur ses propres jambes. 3 semaines plus tard, il m'a rappelé. Sa voix était différente, plus mature. « Maman, j'ai trouvé un second travail, le soir, dans un restaurant. Ce n'est pas facile, mais je commence à rembourser mes dettes. Je voulais que tu le saches. » Mon cœur s'est gonflé de fierté. Ce n'était pas le luxe qu'il avait gagné, c'était sa dignité. Mathieu a appris sa leçon sur le contrôle. J'ai su par Françoise qu'il avait engagé 2 avocats pour analyser les documents. Il a passé des semaines à chercher une faille. Il s'est heurté à un mur. L'acte d'Henri était juridiquement parfait. Mathieu, qui croyait que tout pouvait être acheté ou manipulé, a découvert que l'amour d'un mari pour son épouse était un contrat avec des clauses qu'il ne pouvait pas briser. Son pouvoir avait des limites. 1 mois après notre rencontre au café, il est passé devant ma maison. Il n'a pas sonné, il est simplement resté dehors quelques minutes, regardant la façade. Je l'ai vu par la fenêtre. Son visage portait quelque chose de nouveau, de l'humilité peut-être. La leçon de Claire a peut-être été la plus profonde. Sans ma maison comme refuge de week-end, sans la grand-mère pour garder les enfants, elle s'est retrouvée débordée. Elle a dû apprendre à être mère à temps complet, à organiser son temps, à divertir ses propres enfants. Un après-midi, elle est apparue à mon portail sans prévenir. Je l'ai vue par les caméras. Elle était seule, les épaules tombantes. Je l'ai laissée attendre 5 minutes avant de répondre. « Bonjour maman, je peux entrer un moment ?» La voix était timide. J'ai ouvert le portail, elle s'est assise sur le canapé et puis elle s'est effondrée. « Pardonne-moi maman, pardonne-moi pour cet hôpital. Je n'ai pas d'excuses. J'ai été une fille horrible. Je n'ai ressenti ton absence vraiment que quand je t'ai perdue, même avec toi si proche. » Ses larmes cette fois étaient vraies. Je me suis simplement assise à côté d'elle et j'ai tenu sa main. C'était un début. Mon histoire a commencé à se répandre. Pas les détails laids, mais l'essence. L'histoire de la veuve qui a repris les rênes de sa propre vie. Ma transformation est devenue un exemple. Louise, pressée par son fils de vendre son appartement, est venue me voir. « Solange, qu'est-ce que je fais? Il dit que c'est pour mon bien, mais je ne veux pas quitter mon coin. » J'ai tenu ses mains. « Louise, notre maison est notre royaume et aucune reine n'abandonne son trône. Ton bien-être, c'est toi qui décides. Ne donne ta clé à personne. » Mes mots lui ont donné la force nécessaire. Elle a dit non à son fils. Et comme elle, d'autres femmes ont commencé à se réveiller. Nous avons créé le Cercle des Souveraines, un groupe de femmes qui se réunissaient chaque semaine dans ma maison pour prendre le thé, manger du gâteau et nous rappeler notre propre valeur. Notre autonomisation était collective. Michel vendait ses confitures au marché. Odette avait repris ses cours de danse abandonnés 40 ans auparavant. Jeanne avait dit non à sa belle-fille qui voulait qu'elle garde les enfants tous les jours. Nous n'étions pas en guerre contre nos familles. Nous retrouvions simplement notre place légitime.
Nos discussions tournaient autour de la dignité, du respect, de la joie de vivre pour soi-même après des décennies de vie pour les autres. Souvent, assise dans mon jardin d'hiver, je réfléchissais sur ce parcours. L'abandon à l'hôpital avait été la douleur la plus profonde. Mais comme une taille radicale qui force un rosier à donner des fleurs plus fortes, cette douleur avait été nécessaire. Elle m'avait réveillée d'un sommeil où je croyais que mon unique but était d'exister pour les autres. J'ai finalement compris le dernier cadeau d'Henri. Il ne m'avait pas seulement donné une maison. Il m'avait donné l'outil pour me reconstruire. Il avait garanti que j'ai un port sûr pour redécouvrir ma force. J'aimais mes enfants. Cet amour de mère fait d'un matériau qui ne se défait pas. Mais c'était un amour différent maintenant. Un amour mature qui n'acceptait pas le manque de respect. Un amour avec des limites, des règles. Je n'avais plus besoin d'eux, et c'était la plus grande liberté. Et parce que je n'avais pas besoin, peut-être nous pourrions construire quelque chose de nouveau, de plus honnête. L'héritage que je construisais n'était pas les murs de cette maison. C'était la dignité que j'avais reconquise, l'exemple que je donnais. L'héritage était l'histoire d'une femme qui, à 72 ans, avait appris à être la protagoniste de sa propre vie. Le soleil couchant de Provence peignait le ciel de rose et d'orange. Mon jardin d'hiver brillait comme un joyau. Et moi, Solange Dubois, je me tenais debout dans ma propre lumière, enfin libre. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de 73 ans. Le soleil est entré généreusement par le toit en verre de mon jardin d'hiver. Le facteur a apporté une carte de ma sœur qui habite en Bretagne. Louise et Françoise m'ont déjà appelé pour me chanter joyeux anniversaire. Il y a un 4/4 au citron que j'ai préparé hier soir, qui refroidit sur le plan de travail de la cuisine. La sonnette a retenti. Par les caméras, j'ai vu les trois, Mathieu, Claire et Thomas. Ils n'ont pas essayé d'entrer directement. Ils attendaient de l'autre côté du portail. Dans les mains de Claire, un pot d'orchidées blanches. Sur leur visage, non plus l'arrogance ou la convoitise, mais un respect hésitant. J'ai souri et j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir le portail. Ils sont entrés, m'ont souhaité un bon anniversaire, m'ont offert la fleur. Claire m'a donné un long câlin. Thomas m'a raconté, fièrement, qu'il avait été promu dans son nouveau travail. Il parlait différemment maintenant, avec une assurance qui venait de l'intérieur, pas de l'argent facile. Je paie toutes mes factures moi-même, maman, et j'ai même commencé à économiser un peu. Mon cœur s'est rempli d'une fierté silencieuse. C'était exactement ce que j'avais espéré pour lui. Mathieu, pour la première fois, m'a posé des questions sur mes peintures et a écouté vraiment pendant que je parlais. Il a regardé mes toiles accrochées au mur, des paysages de lavande, des couchers de soleil provençaux, des portraits de femmes fortes. « Vous avez du talent, maman. Je ne savais pas. » « Il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas, » ai-je répondu doucement, sans reproche. Simplement une constatation. Nous nous sommes assis autour de la table dans ma cuisine et j'ai servi le café. Nous avons parlé de choses simples, du temps, de la vie, des petits-enfants. Ce n'était pas parfait. Les cicatrices étaient encore là, visibles sous la surface. Mais c'était réel. C'était un recommencement selon mes termes. Claire a pris ma main au-dessus de la table. « Maman, je sais que ça prendra du temps, mais je veux que tu saches que j'ai compris. J'ai compris que tu n'étais pas juste notre mère. Tu es Solange, une personne entière, avec tes propres besoins, tes propres rêves. Je suis désolée qu'il ait fallu tout ça pour que je le voie. » Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient clairs. Ce n'était pas du théâtre, c'était de la vérité. « Merci, ma chérie, » ai-je dit simplement. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Après leur départ, je suis restée assise dans mon fauteuil avec une tasse de thé, regardant la toile que j'avais commencée ce matin. C'était l'image d'un horizon vaste avec un soleil levant. Mes nouveaux horizons. Les mois qui ont suivi cet anniversaire ont apporté un équilibre que je n'aurais jamais imaginé possible. Mes enfants ont appris à me téléphoner avant de venir, à respecter mes refus quand je n'étais pas disponible, à voir en moi une personne autonome et non une ressource familiale permanente. Thomas est venu un dimanche avec sa petite amie, une jeune femme charmante nommée Élodie.
Ils m'ont invité à déjeuner au restaurant. Lui qui me demandait toujours de l'argent m'invitait maintenant. Ce petit geste signifiait tout. Mathieu a commencé à m'envoyer des messages réguliers, pas pour demander quelque chose, mais simplement pour prendre des nouvelles. « Bonjour maman, j'espère que ta semaine se passe bien. » Des mots simples qui auraient dû être là depuis toujours, mais qui, arrivés maintenant, avaient une valeur inestimable. Claire venait me voir une fois par semaine, généralement le jeudi après-midi. Nous prenions le thé ensemble, parlions de tout et de rien. Parfois elle amenait ses enfants, mes petits-enfants, mais seulement après avoir demandé si cela me convenait. Et quand elle partait, elle disait toujours « Merci maman, merci pour ton temps ». Le cercle des souveraines a continué à se réunir chaque mercredi. Notre petit groupe de femmes aux cheveux blancs est devenu une véritable force dans notre communauté. Nous nous soutenions mutuellement, partagions nos victoires et nos défis, et rappelions constamment que l'âge n'est pas une fin, mais souvent un nouveau départ. Françoise a quitté la maison de sa fille où elle se sentait de trop et a loué un petit studio près du marché. « Je me sens à nouveau vivante », m'a-t-elle dit, les yeux brillants. Louise a commencé à voyager, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de faire. Elle nous envoyait des cartes postales de Paris, de Nice, de Marseille. Michel a ouvert une petite boutique en ligne pour vendre ses confitures. À 68 ans, elle était devenue entrepreneur. Nous n'étions pas en train de nous venger de nos familles. Nous étions simplement en train de nous retrouver nous-mêmes. Et dans ce processus, nos familles nous redécouvraient aussi. Un soir d'automne, alors que les premières fraîcheurs arrivaient en Provence, je me suis assise dans mon jardin d'hiver avec un carnet et un stylo. J'ai commencé à écrire, pas pour publier, mais pour me souvenir. J'ai écrit mon histoire, depuis ce jour à l'hôpital jusqu'à maintenant. J'ai écrit sur la douleur, sur la trahison, mais surtout sur la renaissance. En relisant mes mots, j'ai réalisé quelque chose de profond. Cette épreuve ne m'avait pas brisée. Elle m'avait révélé. Comme un sculpteur qui retire le marbre superflu pour révéler la statue qui était toujours là, l'abandon de mes enfants avait retiré tout ce qui n'était pas essentiel en moi. Et ce qui restait était solide, était beau, était authentique. J'ai pensé à Henri, mon cher Henri. Son dernier cadeau n'était pas seulement juridique, c'était philosophique. Il m'avait donné la permission de me défendre, l'outil pour le faire et la confiance que j'en étais capable. Il avait vu en moi une force que j'avais oubliée et il avait fait en sorte que je ne puisse pas l'oublier pour toujours. « Merci, mon amour », ai-je murmuré vers le ciel. Tu savais exactement ce dont j'aurais besoin. La vérité que j'ai découverte dans cette épreuve est simple mais puissante. L'amour maternel est infini, c'est vrai. Mais l'amour ne signifie pas l'abnégation totale. On peut aimer profondément tout en ayant des limites. On peut être une bonne mère tout en étant une personne entière. En fait, c'est peut-être en étant une personne entière qu'on devient une meilleure mère. Mes enfants m'aiment différemment maintenant. Ils m'aiment avec respect. Et moi, je les aime avec des frontières saines. Notre relation n'est plus basée sur la dépendance ou l'habitude, mais sur le choix conscient de faire partie de la vie de l'autre. Je ne sais pas combien d'années il me reste devant moi. 73 ans, ce n'est plus si jeune, même si je me sens plus vivante qu'à 40. Mais d'une chose je suis certaine, chacune de ces années sera à moi. Chaque matin où le soleil se lève sur ma maison, sous mes règles, je me rappelle que la vie ne se termine pas à 72 ans. Parfois, c'est exactement là qu'elle recommence. Mon jardin d'hiver baigne dans la lumière dorée du couchant. Mes orchidées blanches, le cadeau de mes enfants, s'épanouissent sur le rebord de la fenêtre. Sur mon chevalet, une nouvelle toile attend. Je ne sais pas encore ce que je vais peindre, mais peu importe. Le simple fait de pouvoir choisir, de pouvoir créer, de pouvoir être, c'est déjà tout. Je suis Solange Dubois. J'ai 73 ans. Je suis veuve, mère, grand-mère. Mais avant tout, je suis moi-même. Et cela, personne ne pourra plus jamais me le retirer. La dignité n'est pas quelque chose qu'on nous donne. C'est quelque chose qu'on se donne à soi-même. Et une fois qu'on l'a réclamée, on ne la lâche plus jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.